Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Tu vas bien? Très bien, très très Parfait. bien. Alors attends, je vais faire rentrer tout le monde. Hop, François, je te présente Serge Tapia, qui est le directeur, le coordinateur du Master RP Event de l'ECS Paris. Ravi. Je vois que les étudiants sont en train de se connecter au fur et à mesure, mais écoute, on peut commencer. Donc déjà, François, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette masterclass. Pour nous, c'est un véritable honneur de te recevoir. Donc je vais évidemment te laisser la parole sur toute ta présentation. Je vais introduire un peu François avant de commencer. Déjà, juste François, pour info, comme je te l'avais expliqué, sont connectés aujourd'hui les ECS 4 et ECS 5 du master RPP, relations publiques, relations presse, événementielles. Voilà Lydie qui intervient sur tout l'aspect purement relations presse, qui accompagne nos étudiants. Donc Bonjour. voilà, là tu as un peu les deux intervenants phares de ce master-là, Serge et Lydie, sur la partie event et sur la partie RP. Chers étudiants, pour que vous sachiez un petit peu qui nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, François Bitouzé, qui a donc commencé en passant 9 ans chez ORSCG CNO, après avoir fait de l'éco et de la socio à l'ENS, puis 3 ans en tant que directeur communication du World Innovation Summit for Education chez Auditoire pour le Qatar. S'ensuit 5 ans en tant que directeur de la communication de voyagesncf.com et donc ce magnifique poste aujourd'hui depuis 3 ans de directeur général de l'agence Publicis Live, donc filiale purement event du groupe Publicis que l'on connaît tous. Donc l'objectif de cette masterclass, c'est que François puisse vous présenter un peu sa vision du métier et surtout les perspectives de l'événement étant donné les circonstances qu'on connaît tous aujourd'hui. Le but, c'est un peu de remotiver les troupes. Hein. Je lui ai bien fait passer le message. Donc, vraiment, François, l'objectif, c'est on te laisse présenter tout ça et à la fin, Lydie et Serge, avec les étudiants, auront évidemment des questions et des interrogations à te faire part. Bah, Je te laisse la parole. écoutez, merci beaucoup. Enfin, non, mais c'est moi qui suis honoré de cette invitation et en tout cas, elle me fait extrêmement plaisir. C'est toujours vraiment très très intéressant de pouvoir partager, de partager à la fois l'expérience et puis aussi la passion d'un métier. J'espère que vous allez le voir. Il y a beaucoup de passion pour l'événementiel, en tout cas chez moi. Et puis c'est toujours passionnant de partager avec des jeunes talents. Voilà, Anne-Sophie m'a dit, ce sont des jeunes talents. Alors, je suis sûr pour le talent parce que je connais du coup votre cursus. Pour la jeunesse, je ne sais pas parce que personne n'est en vidéo, donc je continue de penser que vous êtes jeune. Et vraiment, moi, je suis très très intéressé. Serge. Non, je trouve intéressant aussi de parler de l'avenir de notre métier parce que pour vous rassurer, malgré ce qu'on peut lire, malgré ce qu'on peut vivre et ce qu'on peut parfois entendre, c'est un métier extraordinaire et c'est un métier qui a qui a un magnifique avenir. Par contre, c'est vrai que c'est un métier qui est en transformation et je pense que ce qu'il faut dont on se parle aujourd'hui, c'est cet enjeu de la transformation. Donc vous avez vu mon parcours, moi c'est toujours marrant quand quelqu'un raconte ce que vous avez fait parce que vous savez, il y a des gens qui ont des choses très cadrées, qui savent où est-ce qu'ils veulent aller dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, ça n'a jamais été le cas. Et je pense que le fil rouge de tout ça, ça a plutôt été de ne pas être forcément là où on m'attendait. Et en tout cas, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, être dans l'événementiel, c'est être dans un endroit où on ne vous attend pas. Et c'est aussi ça qui peut être excitant. Si vous en êtes d'accord, moi, ce que je souhaitais faire, c'était commencer peut-être par vous raconter qu'est-ce que c'est que Publicis Live, parce que je pense que ça peut vous intéresser de toute façon, mais je vous promets d'aller assez vite. Et puis, je vais pas vous vendre la sauce. Enfin, c'est pas l'enjeu. Mais je pense que c'est intéressant que vous compreniez ce que l'on fait, notre manière de faire le métier, parce que ça va vous éclairer aussi sur ce que je veux surtout développer avec vous. C'est quoi l'avenir de notre métier et comment est-ce qu'on construit la suite, parce qu'il s'agit d'une transformation. Donc, je vous propose de faire ça. Je vais essayer de faire ça en peut-être 30 ou 40 minutes. Alors, je dis souvent ça, et puis après, je suis très bavard, donc ça risque de dépasser. Et puis ensuite, on pourra échanger. Je vais basculer en mode présentation. Donc, normalement, c'est le moment
ou ça ne marche pas parce que sinon c'est pas Sinon, c'est pas drôle. drôle. Si c'est le cas, vous m'en voulez pas et vous ne vous dites pas que chez Publicis Live, ils sont nuls pour faire des événements digitaux. Alors Monsieur, ça attention. marche pas, on voit pas. Monsieur, ça marche pas. Alors attention, j'essaie de partager du contenu. Là, plaque, plaque, Bon, plaque. François, j'en profite pendant que tu prépares ta presse. Comme je crois qu'on en avait déjà parlé, tu sais, tous nos étudiants nous sont en alternance ou en stage, donc au rythme de 4/5e. Ils ont cours un jour par semaine. Les 4 autres, ils sont en entreprise. Et on en a pas mal qui sont en agence, justement. Donc c'est hyper intéressant qu'ils puissent Comparer. voir un peu, voilà, se comparer, voir un peu comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous voyez la slide Publicis Live? Ouais. Très bien. Très bien. Donc bon, déjà c'est ça de gagner. Donc donc nous on est Publicis Live, on est l'agence événementielle du groupe Publicis et en fait on est un peu comment dire schizophrène. On est à la fois dans un réseau international. Vous voyez ici où sont les hubs à Abu Dhabi, à Dubaï, à Genève, à Istanbul, à Kigali et à Paris. Et puis on est aussi du coup l'offre événementielle en France du groupe Publicis. On a une histoire un peu particulière et je vous parlais tout à l'heure de transformation. Nous, la transformation, ça nous fait pas peur parce que on est une jeune et une vieille agence. On est une vieille agence parce que on est des héritiers d'une très très belle agence qui s'appelait Publicis Event, qui a été créée dans les années 90. Et en 2018, moi, quand j'ai rejoint Publicis, l'enjeu était de redynamiser cette agence qui avait connu de très très belles heures et qui en vivait des difficiles. Et donc, on a décidé de basculer sur une nouvelle offre, un nouveau nom, Publicis Live. Donc, nous, on sait se transformer. Et donc, on est une vieille agence parce qu'on a cet héritage de Publicis Event. Et on est aussi une jeune agence, bah voilà, parce que je pense qu'on fête nos 3 ans dans exactement 15 jours. On est dans le top 10 des agences événementielles françaises. En termes d'organisation, on est une quarantaine de personnes avec des spécificités. On a un département création intégrée, ce qui n'est pas toujours le cas. On a un département médiathèque. Alors ça, c'est une très très jolie histoire qui date depuis 18 ans avec Renault. C'est-à-dire que c'est nous qui gérons l'ensemble du fonds photographique et vidéo de Renault. Et il faut que vous sachiez, sur une année normale, alors j'ai mis 2019 parce que évidemment 2020 et 2021 ne sont pas des années normales, on fait plus d'une centaine d'événements par an. Et ça représente à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a deux spécificités. On est certifié ISO 20121, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est pour tout ce qui est RSE et événements, responsables. Et on a une licence de voyage parce qu'on fait aussi de la logistique. Nous, on a une approche très très souple de notre métier. On sait faire tout de A à Z, toute la chaîne de valeur de l'événementiel, donc de la stratégie à la production en passant par la conception. Donc c'est des métiers de conseil, de stratégie, de planning stratégique pour tout ce qui va être la première étape. Donc c'est les concepts, ce genre de choses, comment on va trouver nos angles, comment on va développer notre approche. Tout ce qui va être la conception, donc là on passe le stylo aux gens de la création qui vont nous faire des scénographies, qui vont nous inventer des expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que la création aujourd'hui, ça ne se contente pas d'être sur une scène comme ça l'a été pendant très longtemps, mais au contraire, ça déborde, d'où tous les enjeux aussi de technologie et d'innovation. Et ensuite, après, c'est le moment magique où ça va exister, c'est la production, c'est la logistique, comment est-ce qu'on fait que tout ça se passe bien. Et je disais qu'on avait une approche souple parce que soit on fait tout pour nos clients, soit il y a certains clients qui nous disent vous êtes super intelligent, faites-nous juste la stratégie et on a déjà d'autres agences qui font la conception et la production. Voilà. Ou alors, il y a aussi des clients qui nous disent ah, vous êtes très fort pour la production, donc la stratégie et la conception, c'est d'autres qui le font et vous faites la production. Voilà. Donc, nous, on est très, très souple parce qu'on considère que voilà, il faut rentrer dans les enjeux de nos clients. Et en termes de métier, parce que ça aussi, je pense que ça peut vous intéresser, c'est de voir qu'une agence événementielle, c'est évidemment tout un écosystème. Je vous disais qu'on était une quarantaine de personnes. Évidemment, vous savez comment fonctionne l'événementiel. On est en accordéon. Ça veut dire que, on est 40, mais par exemple, quand on va faire Vivatech,
il y a 150 prestataires, partenaires, freelance qui viennent nous rejoindre pour 2 mois complètement incroyables. Nous, en interne, on a tout ce qui va être le planning stratégique, la production, la scénarisation, tout ce qui est vidéo, logistique, scénographie, consulting, recherche de lieux, parce que pour nous, on considère que c'est vraiment, vraiment le cœur de notre expertise. Et puis après, voilà, on va aller, on a on dit un écosystème, mais c'est plutôt une famille de gens à qui on a confiance et qui nous rejoignent sur nos opérations. Et puis, vous avez vu, au milieu de la galaxie, j'ai mis un petit dispositif qui s'appelle The Power of One. Power of One, c'est la façon dont travaille le groupe Publicis. C'est la façon dont nous, si on est l'agence événementielle de Publicis en France, on peut s'appuyer, par exemple, sur les ressources digitales de Sapient et de Razorfish, qui sont parmi les meilleures agences françaises de digital. Quand on veut faire de l'audiovisuel, on a Prodigious, qui est un des plus gros studios français à l'heure actuelle, que ce soit pour de la pub, pour du digital ou pour de la vidéo type télévision. Donc, en gros, le Power of One, c'est un peu comme comme chez X-Men, on a tous des super pouvoirs et quand on se met ensemble, eh ben on est plus fort et ça nous rend encore plus pertinent pour nos clients. Nos clients, il y en a plein. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points, mais vous voyez, ça va dans des univers très différents. On peut avoir du luxe avec du Audemars Piguet, du LVMH, du L'Oréal. On a des comptes très corporate, par exemple La Poste, Engie, Total. On a des choses aussi beaucoup plus B2C comme du Lacoste ou du Fiat. Et c'est ça notre écosystème avec 2 spécificités aussi. Viva Technologies, un grand salon, et le Women's Forum. Pour vous donner aussi une idée de comment on se raconte, nous, ce qu'on souhaite être, c'est le one-stop shop de l'event. Alors, vous voyez, on aime bien les anglicismes comme toutes les agences. Qu'est-ce que ça veut dire one-stop shop? Ben, c'est ce que je vous racontais avant. Nous, ce qu'on dit, c'est que si notre client il vient nous voir, peu importe sa demande événementielle, on doit être capable de tout faire. On fait ce qu'on appelle le live corporate, donc c'est tout ce qui va concerner, alors je vais vous montrer quelques vidéos, des événements très corporate pour la vie institutionnelle de l'entreprise, communication interne, communication externe. Là, l'exemple que je voulais vous montrer, c'est celui de Geodis qu'on a fait en 2019 à Rotterdam. On a réuni, non, ça doit partir, voilà. Alors, je vous ai mis des films, on les regardera peut-être pas tous en entier, puis je parlerai dessus, mais comme ça rend les choses plus claires. Et puis quand même, l'événementiel, c'est d'abord des gens qui vivent plutôt que des photographies. Donc par exemple, voilà ce qu'on avait fait à Rotterdam, c'était les 600 top managers de Geodis qui venaient du monde entier pour leur grande convention interne. Ils allaient parler stratégie, ils allaient parler RH, ils allaient parler innovation. Tout ça a été structuré autour d'un quartier général qui donnait sur le port et qui était comment dire, à la lumière du jour. Et puis, on avait pris le magnifique port de Rotterdam pour faire aussi toute une espèce de learning expedition où ils sont allés voir des startups et des choses comme ça. Voilà, ça, c'est notre offre live corporate qu'on fait notamment pour du EDF, du Renault et des choses comme ça. Notre deuxième expertise, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle le live consumer. Donc là, on est sur des choses beaucoup plus d'activation qui sont liées souvent à des opérations commerciales, des opérations publicitaires, des opérations digitales. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les clients avec des approches très héroïstes pour aller chercher du contact, aller chercher de l'achat, de la promesse d'achat et ce genre de choses. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière. On a opéré tout le lancement événementiel de la nouvelle Fiat 500 électrique. Donc ça a été, je peux vous garantir que ça a été un défi absolument incroyable parce qu'on a fait ça au moment où on était dans le confinement. Donc on surfait entre les interdictions, les autorisations. Et là, vous voyez des images de showroom éphémère, celui qu'on avait monté boulevard Raspail, qui était là pour montrer la voiture, rencontrer les influenceurs, des RP et évidemment aller faire des ventes de cette nouvelle voiture électrique. Troisième, alors ça c'est quelque chose de très spécifique à Publicis Live, on a une offre qu'on appelle Bigger Than Live. L'idée c'est quoi? L'idée c'est
dans la vie d'une agence événementielle, vous avez deux types d'événements. Ceux les plus courants, c'est vous recevez un brief ou c'est un client qui vous dit j'ai besoin de faire tel événement, donc vous le concevez, vous le budgétez et il vous l'achète. Et puis vous avez d'autres types d'événements où l'idée c'est pas que les gens achètent un événement, mais c'est que ce soit vous qui vendiez un événement. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire des salons, c'est de faire des grandes conférences internationales et ensuite d'aller chercher des clients qui ont envie d'être exposants, d'être partenaires, d'être sponsors, et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on a une opération qu'on fait et qui nous rend très très fiers, c'est Vivatech. Donc Vivatech, vous en avez certainement entendu parler. Ça a été créé en 2000. Ça a été créé en 2017. C'était rien au début. C'était juste une intuition qui était de dire, créons un endroit où on peut faire se rencontrer les startups et les entreprises, parce que c'est des univers qui d'habitude sont complètement étanches, alors qu'ils ont besoin l'un des autres, ils n'arrivent pas à se parler. Et c'est de cette comment dire, intuition qu'est née Vivatech. Et en 2019, pour la dernière édition, il y avait plus de 120 000 personnes, avec des gens incroyables comme Jack Ma, Mark Zuckerberg, etc., qui viennent du monde entier pour participer. Et voilà. Et nous, notre rôle, on est les concepteurs, c'est nous qui faisons toute la production de Vivatech, et on fait aussi ça avec le Women's Forum, et c'est vraiment une spécificité de Publicis Live, mais vous avez d'autres agences qui font ça aussi. Par exemple, c'est Hopscotch avec le salon de l'automobile. Et dernier point de notre offre, comme je continue la visite. Alors là, j'ai pas de vidéo et vous allez comprendre pourquoi. C'est ce qu'on appelle Everyday Live. Vous voyez, les événements que je vous montre, c'est des gros événements. C'est des événements avec des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est très structurant pour la communication de l'entreprise, externe ou interne. Et puis, vous avez aussi régulièrement des clients qui viennent nous voir en disant « Moi, j'ai un petit budget, j'ai 20 ou 30 000 cas, c'est pour un petit dispositif, j'ai pas besoin de la grande artillerie. » Et nous, au début, on se disait « Bah non, on ne peut pas les prendre, c'est pas notre business model, c'est pas notre organisation. » Et puis finalement, on s'est dit « Mais il n'y a pas de raison, si on est ce one-stop shop de l'événement, il faut bien qu'on aille au bout de notre promesse et il faut qu'on soit capable de les accompagner partout. » Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec cette offre. On est sur des équipes beaucoup plus resserrées, avec des gens qui sont à la fois projet, prod, voilà, de façon à bien réduire les coûts et accompagner nos clients sur des événements qui sont plus petits en termes parfois d'ambition, mais qui sont tout aussi importants à réussir parfaitement. Et nous, chez Publicis Live, on a un espèce de moto, on dit il n'y a pas de petits événements, et ça c'est notre promesse qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un événement, on le fait avec la même rigueur, quel que soit le niveau d'investissement de nos clients. Et ce qui nous réunit le matin quand on vient à l'agence, qu'on y vienne physiquement ou virtuellement, c'est 3 mots: challenger, partner, performer. Et ça, c'est au cœur de la transformation qu'on fait vivre à cette agence depuis 2018. Challenger, parce qu'on considère que, voilà, on date de 2018, il faut qu'on fasse notre place sur le marché, donc on est là pour avoir des idées, pour faire bouger les lignes, pour surprendre les gens et être quelque part un peu un laboratoire de l'événement d'aujourd'hui et de demain. Et on est Challenger parce que tous nos clients aussi sur leur marché, c'est Challenger, et tous les jours, ils ont des gens qui viennent essayer de leur piquer des parts de marché, il faut toujours se remettre en cause. Et bien nous, on le fait avec eux et on le fait aussi pour nous. On est des partenaires parce que on essaye vraiment d'avancer avec eux d'une manière différente. Moi, les 5 ans que j'ai passé à la tête de la communication de voyagesncf.com, j'ai découvert ce que c'était qu'une tech compagnie, une digital compagnie, où vraiment il y avait beaucoup de co-construction. Et ce que je dis toujours à nos clients, c'est que la bonne idée, elle n'est pas chez nous, elle n'est pas chez eux, elle est quand on se met autour d'une table, et c'est là où on trouve les meilleures idées. Donc, ce qu'on essaie de créer aussi avec nos clients, ça fait partie de la transformation, c'est des nouvelles manières de travailler ensemble. Donc, des fois, on va chez eux pendant une semaine pour faire des ateliers, on les emmène au vert pour réfléchir, on essaye de trouver des nouvelles méthodologies, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, plutôt que, vous savez, vous recevez un brief, vous revenez 3 semaines après, vous avez une bonne note, une mauvaise note, et voilà. Ça, on essaie de sortir de ça. Et puis, performer, alors évidemment, c'est un clin d'œil au monde de l'événementiel, parce que l'événementiel soit physique ou digital,
il y a un moment où ça joue. Ça y est, c'est live, il y a une performance, et donc c'est un peu notre image au monde, au monde du théâtre et des arts vivants. Et puis performeur aussi, ça a un autre enjeu, c'est la performance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on garantit à nos clients que quand on fait un événement, c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est pour répondre à un certain nombre d'objectifs, qui soient business, financiers, RH, transformatif, et il faut qu'on coche les cases. Donc ça, c'est notre agence. C'est une agence où il fait bon vivre. C'est une agence comment dire, qui gagne des pitchs, qui perd des pitchs aussi. Il y a des OP qui se passent extraordinairement bien. Il y en a des fois qui sont un peu plus compliqués. Ben voilà, c'est la vie des agences. Et c'était l'agence qui était en train de se transformer. Alors, c'était très bien d'avoir fait tout ça. On est très content, voilà. Sauf que, en 2020, comme tout le monde, on s'est pris une énorme claque dans la figure parce que on est passé de un début d'année 2019 qui était exceptionnel, avec des très très beaux projets, à mois de mars 2020, tout s'effondre, on est confiné, de manière très stricte, les événements, c'est pas juste que c'est compliqué, c'est qu'on ne peut plus faire d'événements, et on va se dire la réalité quand même, on a subi, comme tout le reste du marché, un écroulement de nos opérations, soit qu'ils étaient reportés, soit qu'ils étaient complètement annulés, les appels d'offres qui ont disparu, et à ce moment-là, on s'est retrouvé dans une situation absolument complètement dingue. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que, comment dire, on n'est pas resté à terre, on ne s'est pas contenté de souffrir, on a continué notre transformation, on est allé chercher des nouveaux métiers, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce que je veux vous dire aussi aujourd'hui, c'est que l'enjeu, ça n'est pas qu'est-ce qu'on fait en 2021, l'enjeu, c'est d'ores et déjà de se dire, c'est quoi l'événementiel du monde d'après? Et ce monde d'après, je peux vous garantir, il n'est pas dans 6 ans, il n'est pas dans 10 ans, il va arriver extrêmement vite. Et ce monde d'après, il y a de la place pour de l'événementiel, il y a vraiment de quoi faire des choses passionnantes, mais par contre, il faut prendre à bras le corps de se dire que, eh bien non, on ne fera plus, après cette crise de la Covid, l'événement de la même façon qu'on le faisait depuis 15 ou 20 ans. Alors, je pense aussi, c'est un peu difficile à vous dire là aujourd'hui, parce qu'on vient d'être reconfiné, donc c'est pas drôle, on se dit, tiens, on est encore reparti pour un tour. Moi, ma vraie conviction, c'est que oui, c'est dur en ce moment, mais le pire est derrière nous, la vaccination arrive, on voit les autres pays qui sont en train de repartir. Nous, on a des amis qui travaillent, collègues d'événementiel aux États-Unis, en Chine. Une fois que les choses sont calmées, c'est reparti. Donc, dites-vous bien que le plus dur est derrière nous. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe en ce moment, c'est drôle et sympathique, mais vraiment, on est vraiment dans cette logique. Et donc, tout l'enjeu, et c'est ça que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est quoi un peu cette transformation? C'est quoi ces grands chantiers de l'événementiel du monde d'après? Déjà, moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que ça va être un monde qui va être passionnant. C'est un monde qui va nous redonner de la créativité, qui va nous redonner de la responsabilité. Et c'est ça aussi qui nous motive chez Publicis Live en ce moment. Après, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent oui, une crise, c'est des opportunités. Une crise, c'est génial. C'est voilà, c'est toute cette histoire des opportunités. Pour moi, c'est du bullshit. Je peux vous dire que la vie d'avant a été quand même très sympathique et on aurait pu se passer de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce qui nous attend, ce n'est pas des opportunités, c'est des vrais défis. Et on va avoir besoin, moi je suis certain, de gens comme vous, de jeunes talents qui apportent aussi une vision différente sur les usages, sur les attentes, pour mener à bien cette transformation. Les défis, il y en a 3. Je vais vous les raconter. Il y en a un sur la responsabilité, il y en a un sur le digital et il y en a un sur la valeur de notre métier. Le premier défi, comme je vous le disais, c'est la responsabilité. On a tous été, dans le monde de l'événementiel, forcés de faire un constat. Et je vais être volontairement, comment dire, un peu caricatural, mais vous n'en voudrez pas. L'événementiel, pour plein de gens, c'est sale. C'est sale parce que on fait venir des gens du monde entier en avant, en business class, pour un événement qui va durer une journée. Ben voilà, ça pollue. Et en avait-on vraiment besoin? L'événementiel, c'est aussi quelque chose d'égoïste. On vient dans un endroit
on est posé dans une salle, on n'en sort pas, qu'est-ce qui se passe autour et est-ce qu'on peut faire bénéficier les gens qui vivent autour de cette salle de ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Et puis, c'est aussi un peu injuste parce que on va monter un dispositif magnifique, scénographique, storytelling, des invités, et au moment où c'est terminé, tout ça allait à la poubelle. Alors, tout ça allait à la poubelle parce que c'était le temps d'avant, et c'est vrai que, surtout jusque dans les années 2000, milieu des années 2010, il y avait une espèce de manque de manque de prise de conscience du monde de l'événementiel qui était vraiment tourné vers l'instant où ça jouait, et puis ce qui se passait avant et ce qui se passait après, l'impact, il y avait beaucoup de gens qui considéraient que ça n'était pas de leur ressort. Aujourd'hui, tout l'enjeu, il est une première chose, c'est d'arriver de passer d'un univers événementiel qui, qui impacte, que ce soit l'environnement, les sociétés, l'économie, à au moins un événementiel qui soit neutre. Ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la certification ISO 20121. C'est ce qui fait dans le monde de l'événementiel le label pour raconter que vous essayez d'être le plus vertueux possible sur, comme je disais, la partie environnementale, sur la partie accompagnement des populations et économiquement responsable. Ça, nous, c'est un label qu'on a eu très tôt, on l'a eu en 2018, et il raconte qu'on est capable de proposer à nos clients des dispositifs qui vont être originaux, qui vont permettre de limiter le plus possible l'impact de nos événements. Et c'est aussi un engagement en termes de culture pour faire en sorte que tout le monde à l'agence, du chef de projet à la prod, en passant par la créa et même les personnes de l'administration, on soit mobilisés là-dessus pour se dire comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on essaye d'être le plus neutre possible. Et ça, aujourd'hui, voilà, ça, il y a beaucoup d'agences qui sont en train de travailler là-dessus. Nous, on a voulu aller un cran plus loin avec ce qu'on a lancé en 2020, c'est ce qu'on appelle, nous, Event for Good. On a un rêve, alors il y a des fois on arrive à le réaliser, il y a des fois on n'y arrive pas, mais j'espère que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Event for Good, c'est de se dire, l'enjeu, c'est pas simplement d'être neutre, c'est d'arriver, si possible, à être contributif. C'est-à-dire, l'enjeu n'est pas simplement de ne pas impacter, mais c'est au contraire d'impacter, mais de manière positive, en essayant de faire en sorte que nos événements, ils travaillent l'inclusion. Donc, quand on va faire un événement, on essaye plutôt que de travailler qu'avec des professionnels de l'événementiel, on essaye de voir, par exemple, en niveau local, si on ne peut pas embarquer avec nous des gens qu'on n'aurait peut-être pas fait travailler sur un événement. Évidemment, c'est d'être contributif au niveau environnemental. Aujourd'hui, vous pouvez faire des événements qui sont plus positifs que négatifs. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire en sorte, à la fin de l'événement, de rendre de l'énergie plutôt que d'en compenser, que d'en dépenser. Vous pouvez aussi imaginer un événement où vous avez prévu, par exemple, une friche, vous l'avez transformée, vous l'avez viabilisée pour votre événement, et ensuite, il est rendu aux gens. C'est ce genre de choses. C'est aussi tout ce qui va contribuer à la relance économique. Comment est-ce qu'on fait qu'un événement, il ne soit pas simplement une dépense d'argent pour un client, mais ce soit un investissement. Et puis aussi, c'est tout ce qui va être éducation. Il se passe des choses incroyables dans des événements corporate. Plutôt que de les réserver qu'à 5 ou 600 personnes, comment est-ce qu'on ouvre les vannes? Comment est-ce qu'on essaye d'en faire profiter le plus de gens possible? Si vous voulez, ce qu'on essaye de faire avec Event for Good, et on le fait pour et avec nos clients, c'est complètement de repenser notre manière de faire un événement et de se dire, il faut que le monde se porte mieux après notre événement qu'avant. Alors, c'est très ambitieux. Ça nous fait travailler avec des profils dont on n'avait pas l'habitude, des ingénieurs, on a même travaillé avec des neurobiologistes ou des gens comme ça. Mais quand on y arrive, ça donne des choses assez patientes. Et moi, je suis vraiment persuadé que c'est ça
Et l'un des défis de notre métier, c'est de réinventer la façon dont on le fait pour réussir à faire des events for good. Pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner, alors ça pour moi c'est un des événements dont je suis le plus fier. C'est un événement qu'on a fait en 2019 en juin pour Engie, c'était The Good Day. C'était une journée au parc de Saint-Cloud. On a fait venir plus de 1500 personnes. Pour réfléchir ensemble sur les enjeux de la transition carbone. Eh bien, je vais vous montrer en vidéo, si ça fonctionne, un peu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, parce que je pense que c'est exemplaire en termes justement de Event for Good. Quand on veut atteindre le zéro carbone, on ne peut pas le faire à moitié. Il faut nécessairement qu'on pense que cette préoccupation, on l'a au plus profond de nous-mêmes. C'est vraiment notre engagement au quotidien. Une exigence dans le choix des matériaux, dans la gestion du cycle de vie des matériaux, que ce soit des objets déjà recyclés, que ce soit pour recycler ce qu'on allait utiliser aujourd'hui. La canopée que vous voyez à côté de moi, elle va être démontée et elle va être offerte au parc de Saint-Cloud. Décidé de doubler en fait notre niveau de compensation en finançant le transport des moquettes vers des associations qui ont besoin de pouvoir équiper des logements, des épiceries solidaires. Aujourd'hui, on économise l'équivalent de 50 kg de CO2 par rapport à l'électricité qu'on va reproduire. C'est l'équivalent de 11 fois le tour du périphérique parisien en voiture. La pose de bouteilles d'eau en plastique, donc, qui prouve qu'on joint la parole aux actes. Je ne suis pas surpris, c'est Engie qui organise l'événement et chez Engie ça devient quelque chose de normal. Même un énorme événement comme ce goûter peut être éco-responsable et peut avoir un impact positif. Vous voyez, ça change complètement la façon de voir un événement et de se dire, bah, c'est pas juste monter un instant à vivre ensemble, c'est vraiment créer une petite positive factory. Alors là, c'est aller super loin avec, c'est aller très loin avec Engie. Par exemple, avec les traiteurs, on leur avait demandé qu'il n'y ait pas de cornichons, parce qu'on s'était rendu compte que tous les cornichons des traiteurs venaient d'Inde, et on trouvait que ça n'avait aucun sens de faire venir des cornichons d'Inde. On était même allé, ça va vous faire rire, jusqu'à faire analyser, puisqu'on était au parc de Saint-Cloud, il y avait des toilettes éphémères, des toilettes chimiques, on était allé jusqu'à faire analyser les produits chimiques qui étaient mis dans les toilettes pour vérifier qu'après, ça ne poserait pas de problème. Donc c'est une très grande exigence. C'est une superbe aventure et je peux vous garantir que ça redonne à nos métiers énormément de puissance et de résonance par rapport à nos clients. Donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, bien entendu, c'est le digital. Alors, aujourd'hui, le constat, il est partagé par l'ensemble de la profession. On considère qu'il y a à peu près 80-90% des événements qui sont digitalisés. C'est normal parce que de toute façon, on ne peut pas faire d'événements physiques ou alors dans des conditions très très particulières. Donc évidemment, on a basculé dans un dispositif digital. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière après la pandémie. Et vous savez que je suis optimiste là-dessus. Moi, ma conviction, c'est qu'on ne reviendra pas à ce qui a pu se passer, par exemple, en 2009. Il n'y a aucun secteur qui a été digitalisé à un moment et qui revient à 100% en arrière. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le digital, dans l'événementiel, il est là et il est là pour un bon moment. Alors, attention, évidemment que on ne va pas rester à des taux de digitalisation de 80-90%. Nous, là, depuis le début de l'année, voilà, on est à 100% de digitalisation. Ce qui va se passer, ça après, moi, c'est ma... Comment dire, vous voyez, c'est un peu Cassandre chez les Grecs qui voyaient l'avenir. Ouais, chacun y voit midi à sa porte. Mais moi ce que je vois, c'est que sur 100 événements qu'on faisait avant qui étaient en physique, je pense qu'il y en a à peu près 25% qui ne se feront purement et simplement plus. Parce que les clients se sont rendus compte que finalement,
ça servait à rien, que finalement il manque à personne et que je peux vous dire que nous des fois on recevait des briefs où en gros le client vous disait bah, j'ai tel budget, je ne sais pas de quoi je veux parler, je ne sais pas où je veux en parler, faites-nous une reco. Bon bah, c'est vrai que des événements comme ça, on peut se demander à quoi ils vont servir et à mon avis ils serviront plus à... Donc 25% out. Ensuite vous aurez 25% des événements qui resteront physiques parce qu'il y a des moments particuliers, par exemple des lancements stratégiques, des moments où il faut galvaniser des équipes, des moments où il faut aller au contact des clients pour passer les messages. Ça continuera d'être en physique. On verra dans quelles circonstances d'un point de vue sanitaire. Et voilà. Et après, il y a 50% des événements qui vont être hybrides. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tout en digital ou zéro digital, ça veut dire qu'ils vont mixer à la fois des éléments en remote et des éléments en physique. Et l'enjeu qu'on a dans toute la profession, et nous chez Publicis Live, on s'y est attelé dès 2020, c'est de se dire bah, comment on fait pour que ce soit quelque chose de positif pour nous, parce qu'on aime ce métier-là, et pour nos clients. Le vrai enjeu, moi je vais vous dire en tout cas ce que je pense, après il y a peut-être d'autres personnes qui verront les choses différemment, c'est de se dire comment on fait pour ne pas subir le digital. Parce qu'aujourd'hui, l'événement digital, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, ensemble. Si on était à un moment normal, je serais venu vous voir, on serait dans un amphithéâtre, je verrais tiens, il y en a un qui a l'air intéressé, il y en a une qui est en train de s'endormir. Si je fais une blague, vous riez. Si je dis un truc, à un moment, je vois que ça bruisse, est-ce que j'ai dit une connerie, quelque chose comme ça. C'est ça un événement. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, moi, je parle à une caméra, je vois mes slides, je ne vous vois pas. Et pourquoi? Parce qu'on utilise une plateforme qui est Teams, qui est faite pour faire des réunions, qui n'est pas faite pour faire des événements. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui du monde de l'événementiel, c'est de se réapproprier la techno, le digital, l'innovation, et de plus la subir. Il faut arrêter d'utiliser des plateformes qui ne sont pas faites pour faire de l'événementiel. Et ce qu'il faut, c'est se lancer dans la création de nos propres outils propriétaires. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui chez Publicis. On le fait en partenariat avec un partenaire qui s'appelle Orange, et on a décidé de créer notre propre plateforme. Alors je vous annonce ça, c'est un peu en avance de phase. S'il vous plaît, vous le gardez pour vous. L'idée, c'est quoi? C'est de prendre des gens qui connaissent, qui aiment l'événementiel et qui travaillent avec des innovateurs, justement pour être capables d'utiliser la techno pour rendre compte, pour retranscrire d'une autre façon ce que l'on vivait d'habitude ensemble. Pour vous donner un exemple, l'enjeu, ça n'est pas de se dire, tiens, je vais faire des emojis, même si, et on sait qu'il y aura des emojis, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est qu'une standing ovation en mode digital? Eh bien, je peux vous garantir que quand vous vous posez ces questions-là, vous vous rendez compte que Zoom, Teams, Hopin, etc., ça ne répond pas à ça, et que par contre, quand vous donnez la barre à des gens de l'événementiel et qui peuvent travailler avec justement des startups et des choses comme ça donne des choses assez dingues. Et donc, tout l'enjeu de ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler sur l'attention, de créer des nouveaux dispositifs, comme vous voyez là, c'est en train de tourner en termes de format, parce que ce qui compte, c'est comment est-ce que on est capable de recréer la dynamisation et de capter l'attention, parce que c'est absolument ça qui compte, et surtout comment on utilise au mieux les différents outils digitaux dans ce qu'ils sont capables d'apporter. Donc là, ce qui est en train de tourner, c'est de se dire, par exemple, nous, on mise sur l'image parce qu'on pense que c'est la clé du live. Franchement, les gens qui regardent un événement à distance sur un téléphone mobile, c'est des masochistes. Donc, ça ne sert à rien d'investir là-dessus. Par contre, se dire que le mobile, parce que c'est là où on fait les réseaux sociaux, on envoie les textos, les WhatsApp, etc., que c'est le meilleur outil, c'est le meilleur device pour faire les interactions, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, ce qu'on a décidé de faire dans notre plateforme propriétaire, c'est de pouvoir jumeler votre téléphone mobile à votre ordinateur quand vous regardez un événement. Du coup, l'image passe en full screen pour que vous ayez l'aspect le plus immersif possible. Et de l'autre côté, votre téléphone mobile devient votre télécommande pour chatter, pour envoyer des messages, pour voter, etc. Et c'est ça qui devient intéressant. Ce n'est pas de subir la technologie
l'innovation et le digital, mais de retourner le gant et de se dire, ben moi, avec mon œil événementiel, comment je crée quelque chose de nouveau qui permet de garder la sève de notre métier, qui est de faire vivre un moment ensemble, même si on n'est plus au même endroit. Donc ça, c'est le deuxième défi. Il est vraiment passionnant. Et c'est aussi, au-delà des enjeux de plateforme que je viens de vous raconter, c'est aussi des enjeux sur les formats. Alors oui, aujourd'hui, l'événement digital, malheureusement, c'est très souvent ce qu'on appelle un plateau. Donc je mets des caméras, j'ai un plateau, les gens parlent, ça ressemble au plateau de BFM TV et, excusez-moi l'expression, mais souvent, vous ne ferez pas de quote, c'est chiant comme la pluie et on se retrouve avec des espèces d'événements qui durent 4 heures d'affilée. Et moi, je pense que les gens n'en peuvent plus et ça fait l'effet inverse, ça dégoûte les gens d'assister à ce genre de choses. Là où le digital, c'est absolument génial, et moi je pense que des gens de votre âge, de votre génération, et je ne suis pas du tout dans la caricature, là où vous allez nous apporter des choses extraordinaires, c'est que le digital, c'est aussi un terrain de liberté et de créativité. C'est comment se dire, eh bien, on casse les codes, on n'a plus besoin de faire des événements de 4 heures pour qu'on ne fait pas 3 fois un événement d'1 heure, inventant des histoires avec de l'interactivité. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde, quand on croise une marque comme Lacoste avec ce qui fait aujourd'hui le quotidien des gens, qui est par exemple Netflix. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait. Je vais vous montrer une petite vidéo. L'enjeu de Lacoste en 2021, en janvier 2021, c'était, comme tous les ans, de raconter aux gens qui tiennent des boutiques Lacoste quelles allaient être les actus de l'année 2020. Alors d'habitude, ils les réunissent, il y a des animations, c'est super, voilà. Là, c'était pas possible. Ils nous avaient dit, ben, faites-nous un plateau, des choses comme ça. Et nous, on leur a dit, ben non, vous êtes Lacoste, vous êtes une marque hyper dynamique, vous voulez raconter une histoire de disruption, eh bien, allez jusqu'au bout, on vous accompagne et on va casser le format pour vous faire une série comme à la Netflix, dont c'est l'interne Lacoste qui va être le héros. Et voilà ce que ça a pu donner. À travers plusieurs épisodes digitaux. C'était 2 des 4 nouvelles valeurs Lacoste. Une ouverture reportée sur le digital. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que le digital, c'est vachement intéressant quand on croise ce qu'il amène pour rebooster aussi l'approche événementielle. Et le dernier des défis qui nous attend et qui vous attend, parce que j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont aller dans cette filière de l'événementiel, c'est la question de la valeur. Alors ça, c'était une question qui se posait déjà pas mal avant même crise de la Covid. C'est à un moment ou un autre, alors c'est une décision qui est très dure, qui est de se dire, mais en vrai, à quoi ça sert vraiment un événement? Quand vous faites des bannières, vous savez à quoi ça sert. On calcule ce qu'on appelle un ROI, un retour sur investissement. Donc, les gens du marketing, ils sont capables de vous dire, si vous investissez 1 euro, il va vous faire gagner tant. Quand vous faites des relations presse, vous êtes capable de calculer des équivalents de médias, des choses comme ça.
L'événementiel, c'est vraiment très dur. C'est très dur parce que vous avez tout un discours qui est là pour dire « oui, mais c'est génial, c'est émotionnel, on est ensemble, on vit quelque chose ». D'accord, ça marche. Et il n'y a jamais personne qui va comme entre guillemets, vous dire que ça ne marche pas. Mais par contre, je peux vous garantir, parce que c'est mon quotidien, quand vous allez face à un comité de direction et que vous devez vendre un événement, si vous dites juste ça va être émotionnel, ça va être super, les gens vont passer un moment absolument dingue et mémorable, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Il faut qu'on se dise qu'est-ce que notre métier est capable d'apporter que les autres leviers de la communication ne peuvent pas apporter, et qui est unique et qui crée sa valeur. Alors ça, c'est un débat qui est très compliqué, parce qu'au final, quand on regarde, on se dit, bah, le problème de l'événementiel quand même, c'est que c'est pas très scalable, comme on dit. Donc c'est-à-dire que il y a un moment ou un autre, vous réunissez 500, 1000, 2000 personnes. C'est pas vrai, vous ne réunirez pas 200 000 personnes comme peut le faire la publicité. C'est des coûts de contact qui sont souvent chers. Donc, comment est-ce qu'on les rentabilise? Et c'est, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un effet qui est dur à évaluer sur la façon dont ça fait changer les comportements, parce qu'au sein d'une stratégie de communication, est-ce que c'est l'événement que vous avez fait à votre interne, ou alors c'est le matraquage qu'il y a eu sur les réseaux sociaux qui fait que ça a basculé? C'est très dur à raconter. Nous, chez Publicis Live, on pense que la valeur de notre métier, c'est de recréer des terrains d'entente. À un moment où nos sociétés sont créées autour de l'antagonisme, et on le voit tous les jours, où c'est l'enjeu de « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas » qui l'emporte sur le « être ensemble », il se passe quelque chose qui est unique quand vous mettez les gens ensemble pour de vrai. C'est que là où il y avait de l'antagonisme, là où on ne voulait plus s'entendre, là où on ne voulait plus se parler, on crée une bulle où se recrée la possibilité d'une discussion. Après, peut-être que la discussion, elle ne sera pas possible. Peut-être qu'elle finira sur un désaccord. Mais au moins, avec l'événementiel, et c'est ça qui est unique aujourd'hui, et vraiment le digital ne pourra jamais le prendre, et il n'y a rien d'autre qui pourra le prendre, c'est on recrée les conditions d'une discussion. Moi, je l'ai beaucoup vu quand je travaillais chez voyagesncf.com. Alors, vous imaginez tout ce que vous pouvez prendre comme bashing sur les réseaux sociaux, on essayait d'expliquer ce qu'on faisait des trucs bien, machin. On en prenait plein la figure toute la journée. Et quand on descendait au niveau des gens, quand on leur présentait les gens qui travaillaient, vous voyez, pas les patrons qui ont écrit leurs fiches, etc., mais quand on les mettait face aux vraies personnes qui racontaient leur quotidien, eh bien, il se passait toujours ça, c'est-à-dire que à la fois la personne qui n'était pas contente, je ne vais pas vous dire qu'elle sautait de joie, mais tout d'un coup, elle comprenait comment ça marchait. On réhumanisait l'entreprise, on réhumanisait la marque et on recréait la possibilité de cette discussion. C'est ce qu'on avait fait en 2019 également avec Carrefour. Carrefour fêtait ses 60 ans et on a monté avec eux une tournée dans 6 grandes villes de France. L'enjeu de cette tournée, ça n'était pas du tout de dire « Ah, Carrefour, c'est génial, on est les meilleurs ». C'était de créer des points de rencontre. Ça durait 4 jours à chaque fois. On arrivait avec la bulle que vous voyez ici. Et le sujet n'était pas l'anniversaire, n'était pas Carrefour. C'était « Et si on mangeait mieux ?» pour coller avec leur stratégie Hack for Food. Et on allait voir les gens pour leur montrer qu'est-ce que c'était que de bien manger, de montrer les filières, de montrer aux enfants et aux parents qu'est-ce qui se cache derrière des produits Carrefour. Donc ça, c'était pour le grand public et on les mettait en contact, pas simplement avec des gens de Carrefour, mais avec aussi des producteurs, avec des agriculteurs, avec des artisans dont les produits sont vendus chez Carrefour. Deuxièmement, chaque date était destinée à une thématique. Donc, on venait greffer des RP là-dessus. Donc, par exemple, la première date, c'était à Annecy, là où le groupe Carrefour avait été créé. Donc, il y avait tout un programme. On était allé voir des producteurs avec des journalistes. On créait aussi, autour de cette bulle, des rencontres avec l'interne. Donc, par exemple, il y avait des gens de la région Alpes qui avaient été tirés au sort pour venir pouvoir discuter avec Alexandre Bompard. Et je peux vous dire que c'était quelque chose d'absolument unique pour eux. On crée aussi des rencontres avec les écoles, on crée des rencontres avec les élus,
on crée des rencontres avec les autres commerçants. Et vous voyez bien comment, du coup, cette opération qui aurait pu être juste une opération de promotion de la marque Carrefour, c'était devenu justement cette capacité à créer ce terrain d'entente pour recréer la possibilité d'un dialogue. Donc voilà, je ne voulais pas vous parler d'opportunités, je voulais vous parler de défis. Le premier, c'est sur la responsabilité. Le deuxième, c'est sur le digital. Et le troisième, c'est sur la valeur de notre métier. Et moi, je peux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas facile. On ne va pas dire que c'est les beaux jours de l'événementiel, mais c'est certain que ça va revenir. Et il est certain que quand on est, comme vous, des jeunes, avec du talent, avec un nouveau regard, et j'imagine, comme ce que je vous raconte, j'espère en tout cas, résonne, vous voyez tout ce qu'on peut inventer ensemble. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est, je ne sais pas si vous avez besoin de l'événementiel, mais je peux vous garantir que cette profession, elle a besoin qu'il y ait des gens comme vous qui la rejoignent pour pouvoir la faire se transformer. Et c'est ça la condition de sa réussite. Ce n'est pas des enjeux de Covid, ce n'est pas des enjeux sanitaires, c'est sa capacité à continuer de se transformer. Et je ne suis pas très inquiet sur cette capacité. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'espère n'avoir été ni trop lent, ni barbant. Voilà. C'était parfait, François. Un grand merci, vraiment. C'était riche. Et je pense que tous les étudiants ont bien compris que non, l'événementiel n'est pas mort et que tel le phénix, il va renaître de ses cendres. Et tu en es la preuve. Lydie et Serge, on va peut-être se mettre à l'écran tous les quatre avec François. Voilà. Je vous laisse peut-être faire part, vous, de vos interrogations en direct. Eh bien, non, merci beaucoup, François. Donc, je retiens une chose, c'est que j'ai un avenir dans l'événementiel, donc je vais être embauché bientôt. Ça, c'est plutôt positif. Donc, je t'enverrai mon profil. Alors, j'ai noté plein de petits aspects. Je vais mettre en vrac, et puis je laisserai aussi évidemment nos amis réagir là-dessus. 5 aspects, mais ça n'engage pas une réponse à chaque fois absolue, mais c'est juste pour relancer. Even for Good, on a connu cette approche-là il y a quelques années, quand j'étais administrateur de Feu Lanaé, qui s'appelle maintenant l'événement, et on avait lancé l'événement durable, sociétal, etc. Quid du coût supplémentaire de ce que ça peut entraîner sur un événement? Est-ce que c'est 10%, 20%, 30%, et quel type d'annonceur peut être capable de supporter de façon, encore une fois, très responsable, sociétale et tout ce qui va bien, bienveillant, cela. Je balance tout. Ouais, vas-y. Deuxième point, le digital. On a vécu, on a tous fait des webinaires, on a tous fait des Zooms, on a tous fait des plateaux télé. Genre, le dernier que j'ai fait, c'était le 10 décembre, pour d'ailleurs le groupe, pour le journal CB News. Et l'idée, c'est de voir le digital, à mon sens, non pas comme un avenir, mais comme un outil au service de l'événement. Et ne pas le voir comme une finalité, mais purement cet outil. Troisième point, sur l'exemple de Lacoste, qui, pour Lydie, rappelons-le, est originaire du beau, de l'Aube, évidemment, cette notion de série, de série que tu as proposée, François, là aussi, elle est très intéressante. Et je dirais, c'est là où la créativité et l'approche créative d'une agence d'événements, et je le dis toujours à nos étudiants, part de la récupération. On récupère des choses existantes. On récupère une série, ça aurait pu exister, on aurait pu la faire pour Lacoste bien avant, sauf que là, la situation nous amène à le faire maintenant, mais aussi à utiliser des nouveaux canaux. C'est ces nouveaux canaux qui font que c'est possible en événement aujourd'hui, alors que la série, on aurait pu la créer il y a 10 ans, elle n'aurait pas été diffusée ni vue de la même façon. Et le dernier point qui m'interpelle aussi, tu as employé le mot deux ou trois fois, j'ai publié beaucoup de tribunes là-dessus et j'écris mon prochain bouquin là-dessus, c'est l'émotion, ou la relance émotionnelle, ou le vecteur émotionnel. Émotion versus digital, émotion versus engagement des publics.
l'émotion que l'on vit, la motivation de déplacement que l'on a sur un événement, mais le fait qu'on peut tout de suite, d'un clic, partir d'une réunion sur Internet. Et donc, ce nouveau métier qui nous oblige à créer une nouvelle forme d'émotion et à engager les publics à rester, à suivre avec des nouveaux formats, avec des nouvelles typologies, mais à s'engager différemment sur les nouveaux canaux qui sont diffusés. Et pour conclure, moi je dirais, allez, 20% des événements seront perdus, 40% seront encore physiques et le reste sera hybride. Allez, j'en relais un petit peu plus, si tu le permets. Bah, les paris sont lancés. Les paris sont lancés. Allez, voilà pour lancer. S'il y a un des apprenants qui souhaite renchérir sur une des questions, comme ça, François, c'est sur quoi répondre. Voilà. Ou si tu veux répondre tout court. Oui. Alors, je les prends dans l'ordre ou pas. L'Event for Good, les coûts. En fait, aujourd'hui, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est plus une question vraiment de coût. C'est-à-dire, je pense que les annonceurs n'ont plus le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de faire un rapport RSE une fois par an pour dire « Ah, regardez comme on est green », et puis on fait venir 2000 personnes de l'autre bout du monde pour faire la fête sur une plage aux Canaries. Enfin, je veux dire, si vous faites ça, demain, vous chopez 3 tweets ravageurs qui vont vous faire un bad buzz et vous êtes mort. Donc en fait, la question du coût, pour moi, elle est plutôt à l'inverse, c'est qui peut se permettre de ne pas payer pour faire ça. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense aussi que on est beaucoup plus mature du point de vue événementiel qu'il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que maintenant, il y a des filières qui sont organisées pour tout ce qui est upcycling. Il y a des filières qui sont organisées avec les traiteurs pour faire travailler. Nous, il y a une équipe qu'on adore qui s'appelle Meet My Mama. En fait, ils travaillent avec c'est des mamans qui sont des réfugiés. Donc, il y a des Syriennes, il y a des gens qui viennent d'Afrique, des choses comme ça. Et elles font leurs recettes, elles racontent une histoire et c'est un levier de réinsertion. En fait, il y a 4 ou 5 ans, on aurait peut-être pu trouver des gens un petit peu équivalents, mais sans le niveau de qualité que ce que ces gens-là sont capables de faire. Parce qu'attention, c'est bien beau de faire un traiteur avec des mamans réfugiées de Syrie, mais n'empêche qu'à la fin, si le truc il n'est pas prêt, qu'il n'est pas chaud, qu'il n'est pas bon, ça ne marche pas. Donc là où c'est très intéressant, c'est que toute la filière et plein de gens comme ça, tout cet écosystème, ont réussi à concilier à la fois la qualité, le professionnalisme qui est le cœur de l'événementiel, et il n'y a pas un autre métier où il y a autant d'exigences que celui de l'événementiel, avec ces enjeux justement de responsabilité. Et il y a aussi de plus en plus d'aide de l'État, et je peux vous dire que si vous faites un événement qui est positif, par exemple en termes de formation, c'était quelque chose qu'on avait fait nous une fois avec un opérateur. On avait créé une espèce de marketplace pour les managers, et après, on avait gardé ça, et l'après-midi, on avait fait une bourse de l'emploi pour des jeunes, parce que c'était en Seine-Saint-Denis. Et par exemple, la mairie du coup de la ville où on avait fait ça nous avait permis d'utiliser dans des conditions plutôt avantageuses des locaux. Donc vous voyez, c'est aussi ça qui commence à se créer. Voilà. Puis après, des fois, ça marche pas. Des fois, on essaye et puis on fait l'addition. Et le client, il dit non, mais vous êtes frappadingue, ça coûte trop cher d'être vertueux. Au moins, on a fait notre métier, on a proposé. Puis après, s'il veut remplir des charters, il remplit des charters. Enfin, moi, je suis pas là je suis pas un censeur, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était pour le premier point. Sur le digital, mais oui, Serge. L'enjeu, c'est de ne pas être victime du digital. L'enjeu est de ne pas devoir glisser nos savoir-faire dans des trucs qui ont été pensés par des techos de la Silicon Valley qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un événement. Donc c'est là où c'est intéressant de réfléchir, de développer des plateformes propriétaires et de se réapproprier son destin. C'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que on veut que les événements, on soit obligé de se plier à Zoom ou à Teams demain? Non, mais si c'est ça, alors là, je retire tout ce que j'ai dit, faites pas d'événementiel. Mais aujourd'hui, il y a l'intelligence pour se dire, créons les outils pour que ça ressemble à ce dont on a besoin. Et franchement, on en est capable.
les grandes agences, les grands groupes, voilà. Et c'est ça qui se passe en ce moment et qui est hyper excitant. Et à nouveau, c'est une question de maturité. Parce qu'il y a des startups, parce que finalement, le développement digital, il n'a jamais été aussi peu cher, aussi accessible. Donc, vous voyez, aujourd'hui avec le cloud, vous faites du streaming, ça coûte plus rien. Il y a des années, ça coûtait, voilà. Et en plus, l'événementiel n'a pas attendu 2020 pour faire du digital. Mais aujourd'hui, voilà, la question qui nous est posée, c'est ne soyons pas victimes, ne subissons pas le digital, mais utilisons-le pour faire notre métier. Et c'est ça qui est super intéressant. Lacoste, moi j'adore ce que tu dis sur la récupération. Et ce qui est beau dans notre métier, si c'est pour faire à l'infini les mêmes trucs, on s'en fiche. Et puis en plus, les clients, ils n'ont pas besoin de nous. Ce qui est intéressant, c'est de prendre une problématique et de faire rentrer en collision avec un imaginaire collectif, avec l'entertainment. Vous voyez, c'est ça qui est beau. Et, et vraiment, c'est pas de la flagornerie pour les apprenants. Ce que je veux dire, c'est vous avez une autre manière de voir le monde que nous. Et voilà, bah, faites cette collision avec vos univers, avec les réseaux sociaux, avec la musique, avec les séries télé. C'est génial, il faut le faire. Mais l'enjeu, c'est vraiment les formats. C'est comment on casse les choses. Nous, on a fait, c'était en décembre, alors c'est entre vous et moi, mais on a fait le séminaire du groupe Publicis. Donc d'habitude, il n'y a pas de séminaire parce qu'on est plus de 80 000 dans le monde, donc il n'y a jamais de séminaire. Bah, du coup, cette année, Arthur Sadoun a dit, bah, pour la première fois, on va pouvoir tous être réunis. Donc on a fait un séminaire pour 80 000 personnes. Et le premier réflexe, c'est de dire, on va faire de 8 h du matin jusqu'à 19 h, genre 8 heures devant un écran. On a dit, non, ne faites pas ça. Faites 3 fois 1h30, avec des formats très dynamiques, cassons ce genre de choses, et c'est ça. Et ça m'amène à ton dernier sujet sur l'émotion. Moi, je suis toujours très méfiant sur cet enjeu de l'émotion, parce que l'émotion, ça se pèse pas. Et à un moment ou à un autre, quand vous êtes un DIRCOM et que vous allez vendre votre événement, bah, si vous dites oui, c'est de l'émotion, personne ne vous dira oui, personne ne vous dira non. Vous voyez, que c'est trop mou en fait. Alors après, on peut le déplorer, on peut se dire, mais on vit dans un monde où on a oublié la poésie. Bon, oui, bah, sauf que c'est bienvenu sur Terre. Moi, ce que je trouve intéressant, et tu l'as esquissé, c'est l'enjeu de l'attention. Parce que ce qui a de la valeur aujourd'hui, mais de la valeur sonnante et trébuchante, c'est comment je peux dire à un client ou à mon patron, si je travaille chez l'annonceur, non, mais les gens, ils vont regarder. Les gens, c'est pas parce qu'ils sont en mute et qu'ils n'ont pas la caméra qu'ils vont être en train d'être sur TikTok ou de faire du repassage. Et cette économie de l'attention, elle est très importante. Et nous, alors là, pour le coup, s'il y a bien un métier qui sait ce que c'est que de créer et de retenir l'attention, c'est le monde de l'événementiel. Et puisque je peux vous garantir, hein, là on parle du digital, mais l'événement physique c'est pareil. Enfin, des fois, attendez, vous prenez des mecs, vous les mettez dans une salle dans le noir où ils vont regarder un mec qui parle pendant 8 heures. Non mais c'est nul, raconter comme ça c'est nul. Par contre, c'est là où nos métiers et nos talents arrivent, c'est à la fin les mecs qui sortent, moi je dis toujours ça parce que je trouve que c'est ce qui raconte mieux notre métier, ils ont les poils qui se sont levés sur les bras, ils n'en peuvent plus et ça va rester toute leur vie dans leur tête. Ça, c'est l'attention. Et ça, je trouve, alors évidemment, ça passe par l'émotion, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'émotion, mais cet enjeu de l'attention est extrêmement importante. Et ça, je peux vous dire, quand je vous disais les X-Men, on a tous nos super pouvoirs, l'événementiel, c'est nous qui savons créer et garder l'attention pendant un temps donné. Merci. Et je crois qu'il y a une question. Léo. Oui, il y a une question de Léo Mallet. Léo, il est en alternance chez Dailymotion. Bonjour, Léo. Bonjour François, moi je voulais vous poser une question sur la partie responsabilité. Vous avez parlé en fait du fait de vouloir passer à des événements qui ont un impact, à des événements qui sont neutres. Et comment est-ce que concrètement, je voulais poser la question, comment est-ce que concrètement vous faites? Donc on l'a vu avec Engie par des initiatives comme l'hydrogène, etc. Mais comment est-ce que vous faites en fait pour mesurer dans un premier temps? Comment est-ce que vous faites pour réduire dans un deuxième temps? Et comment est-ce que vous faites pour compenser votre impact en fait sur ces événements-là? Alors, je commence par les compenser. Idéalement, si on se débrouille bien,
on ne devrait pas compenser parce qu'on devrait arriver à être à minima neutre, voire, et c'est ce que nous on veut faire avec Even for Good, au contraire être contributif. Et en fait, il nous est même nous arrivé dans des événements d'avoir créé plus d'énergie qu'on en avait consommé et elle nous était, ça nous était restitué en argent seulement et trébuchant. Bon, voilà. Et en tout cas, pour la compensation, nous, on travaille de manière avec des spécialistes, soit qui font des pièges à carbone, soit qui replantent. Voilà. Ça, aujourd'hui, il y a toute une filière. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas plus innovant que les autres, mais je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes et rigoureuses là-dessus. Ensuite, il y a l'enjeu de la mesure en amont et en aval. Donc ça, nous, aujourd'hui, tous nos directeurs de production sont formés à ces enjeux de RSE. Et attention, la RSE, ce n'est pas juste l'environnemental, hein, c'est aussi sociétal, économique, vous connaissez ça par cœur. Donc eux, ils ont des formations qui sont réactualisées tous les 6 mois, et donc ils sont capables aujourd'hui de mettre en place des dispositifs, soit de benchmark par rapport à des choses qu'on a déjà faites, et du coup on est capable de dire bah, tel événement, il va rentrer dans cette catégorie-là, donc on est capable de voir ce qui va, entre guillemets, créer comme impact. On a aussi des modèles que l'on fait tourner. Donc voilà, ben on sait que réunir 300 personnes dans un lieu avec des transports, petit à petit, ça va créer ce genre de choses. Donc ça, on sait aussi le mesurer. Et puis ensuite, sur la manière de prendre, ben en fait, c'est là où ça redevient de la créativité. C'est soit il y a des choses qu'on a déjà rencontrées, donc on prend la solution sur l'étagère et on se dit ça on sait faire maintenant. Donc vous voyez, je vous parlais du traiteur. Nous on a référencé plein de traiteurs qui ont justement une démarche d'inclusion ou de partage social. Et puis des fois, faut inventer. Donc par exemple, je vous ai raconté qu'on travaillait c'est nous qui faisons Vivatech. Vivatech, c'est 120 000 personnes et on veut cette année être neutre en carbone. Là, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est vous prenez votre stylo, vous prenez la tête entre les mains, vous racontez l'histoire, vous écrivez, vous dites là, on pourrait faire ceci, là, on a un vrai trou dans la raquette, et bien on va chercher des solutions. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai pas envie que vous ayez. Si je dis le mot improvisation, c'est pas très valorisant, mais on est dans de l'invention en fait. Peut-être que dans 5 ou 6 ans, tout ça, ce sera écrit, il y aura des livres là-dessus, super. Mais aujourd'hui, c'est là où c'est chouette, c'est un territoire à défricher, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Léo. Ouais, très très clair, merci beaucoup. Et peut-être juste petit sujet, on est aussi beaucoup aidé, nous en tant qu'agence, par 2 choses. C'est un groupe comme le groupe Publicis, évidemment, investit beaucoup sur ces sujets-là, donc nous on bénéficie de l'effet d'entraînement d'un groupe. Et on est aussi énormément aidé maintenant par nos clients, parce que maintenant, tous nos clients, ils ont des équipes développement durable, RSE, dont c'est le métier de trouver des solutions avec nous. Alors, ils n'ont pas tous la même maturité, mais il y en a qui sont fantastiques et qui ont envie, justement. Merci. Merci, Léo. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, les étudiants ? Ah, Jason. Allez-y. Du coup, bonjour. Désolé, je crois que ma vidéo ne fonctionne pas. La vidéo ne fonctionne pas, il y a marqué sur le... Enfin, je suis désolé. Je voulais vraiment la mettre. D'habitude, je la mets tout le temps. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Je vous ai envoyé un petit message dans la conversation par rapport à ce que vous faites, vous, donc les professionnels actuellement de l'événementiel, comment vous vous adaptez à la situation, etc. Et franchement, je trouve que c'est incroyable, on pourrait dire, parce que du coup, avec nous, on a M. Tapia en professeur en événementiel. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus parlant de nous expliquer ce que vous faites vraiment sur le terrain et ce que vous pouvez faire améliorer la situation par rapport aux événements, futurs événements, et nous donner un petit peu d'espoir que les événements physiques vont reprendre. Parce que nous, actuellement, en tant que jeunes, on est un petit peu, plus ou moins, on ne sait pas vraiment où se placer, où se mettre, et on ne sait pas si les événements physiques vont reprendre, mais en entendant, c'est bien d'entendre de la bouche de certains professionnels
que vous croyez que les événements vont reprendre. Enfin, moi, ça me rassure en tout cas. Et la deuxième question, c'était est-ce que par hasard, vous êtes à la recherche d'alternants pour l'année prochaine? Alors, Jason ne répondra pas à la deuxième question si tu veux. D'accord. Ce sera à part. Et je ne conçois pas qu'on puisse poser ce genre de questions. Donc, je vais laisser François répondre à la première en complétant, juste pour repréciser, et tout le monde le sait, toute l'équipe pédagogique et toute l'équipe des professionnels qui sont autour de l'ECS en événements, en RP et bien plus, sont dans une dynamique plus que positive de réinvention de tout ce qui se passe, avec des exemples très concrets et même des exemples très concrets sur le terrain quand il le faut. Et j'ai juste, pour permettre à François de rebondir sur quelque chose que j'ai adoré de ce qu'a dit François tout à l'heure. Alors, vous savez que je suis toujours en train de vous tacler pour ne pas employer le mot problématique, qui ne veut rien dire. Et problématique en chinois se traduit par opportunité. Et François nous a dit qu'opportunité, c'était mieux de le voir comme des défis. Et là, je suis tout à fait d'accord. La dimension défi est très encourageante pour se construire un avenir. Non, mais il faut arrêter avec ces histoires d'opportunités. Enfin, franchement, non, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une opportunité. Moi, je me lève tous les matins en me disant, mais rendez-moi ma vie d'avant, please, quoi. Donc, non, c'est pas une opportunité. C'est voilà, c'est un truc qu'il faut se battre avec. Et c'est comme ça. Et c'est pas. Et on a le droit de dire, excusez-moi, je vais être vulgaire. On a aussi le droit de dire que ça fait vraiment chier, que c'est pas ce qu'on avait envie. Mais n'empêche que c'est là et on continue et on avance et on va y arriver. Alors, ce que vous disiez, bien sûr. Mais vous avez vachement de chance parce que vous allez avoir deux choses. Vous êtes à la fois étudiant, donc on vous apprend les choses et vous n'allez pas débarquer dans un métier où on ne connaît absolument rien. Et en même temps, vous allez découvrir aussi sur le tas. De toute façon, l'événementiel, bah, de toute façon, oui, mais c'est comme tous les métiers de la Terre. Vous avez les bouquins, vous avez ce qu'on vous raconte, et puis un jour, vous êtes lâché, le truc s'ouvre, ça y est, c'est parti, et c'est absolument pas ce que vous aviez prévu, mais c'est parce que vous aviez déjà travaillé, réfléchi avant, que ce que vous ne vous attendiez pas à faire, vous allez être capable de le faire comme il faut. Donc ça, c'est toute l'histoire de l'éducation, de la formation, et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai pas eu votre chance. Je suis tombé dans l'événementiel par hasard. Moi, je faisais du conseil chez Euro RSCG CNO, et il y avait une équipe event. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Alors, j'ai jamais fait partie de cette équipe chez EuroACG, mais du coup, vu que j'adorais l'event, dans mes recos, je mettais beaucoup d'events et du coup, je faisais beaucoup d'events. Mais pour vous faire marrer, et ça, s'il vous plaît, ça restera entre nous, la première fois que j'étais sur un événement, c'était pour EDF, ça s'appelait un Top 300, c'était avec François Roussely, qui était le patron d'EDF à l'époque, et c'était dans une salle que vous ne connaissez pas parce qu'elle a brûlé, c'était le Théâtre de l'Empire à Wagram. Et je ne sais pas pourquoi, donc le truc joue, ça se passe super bien, je passe derrière à un moment la scène, comme ça, il y avait un énorme écran avec tout ça, et je ne sais pas pourquoi, j'avance, et là je bute sur un truc et je tombe. Et je me retourne et je vois, il y avait une prise électrique de défaite. Alors, c'est des prises grosses comme le poing. Et là, je vois l'écran qui s'éteint. Et en fait, je m'étais cassé la gueule, j'avais débranché le truc et l'écran géant était tombé en rade. Alors, heureusement, il y avait 40 millions de sécurité, donc il y a un autre truc qui est passé que personne n'a rien vu. Mais moi, ça a été mon premier vrai contact avec l'événementiel. Donc vous avez une chance incroyable, c'est que vous avez des professeurs, vous découvrez des choses et j'espère que vous ne ferez pas comme moi, vous ne commencerez pas par trébucher. Ah, c'était toi, c'était moi, voilà. Oui, c'était lui. Non, mais l'événement a voulu continuer avec moi, donc c'est plutôt rassurant. Et sur le côté, de s'impliquer dans l'événement. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'étais pas rancunier. Non, mais sur le côté rassurant, moi, ce que je peux vous dire, c'est il n'y a pas un client qu'on voit aujourd'hui qui ne nous dit pas quand est-ce qu'on peut refaire des événements, quand est-ce qu'on peut y retourner. Dites-vous bien une chose, c'est que aujourd'hui, la crise que vit l'événementiel, ça n'est pas une crise de la demande. C'est-à-dire que c'est pas comme si tout d'un coup les gens disaient on ne veut plus d'événementiel, c'est qu'on ne peut plus le faire. Donc de toute façon, voilà, c'est cramé. Mais par contre, tous les besoins qu'on avait, qu'on faisait au quotidien, ils n'ont pas changé. Que ce soit pour l'interne, que ce soit pour l'externe, ils n'ont pas changé, ils sont là. Donc oui, il faut attendre. Oui, c'est pas rigolo.
Oui, pour nous, que ce soit Anne-Sophie, Serge ou Lydie, c'est plus simple. Moi, j'ai 44 ans. S'il faut que j'attende un an et demi, c'est un 40e de ma vie. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans, c'est énorme. Enfin, vous voyez, en termes de proportion. Et puis en plus, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Nous, on a un peu de bouteille, on a vu d'autres trucs, on se dit, bon, bah, on passera bien à autre chose. Et voilà. Et c'est normal que vous soyez, vous, frustré, stressé, peut-être même déprimé. Je ne peux pas vous dire malheureusement autre chose que le pire est derrière nous. Il faut attendre, mais vraiment, ça va repartir. Je sais que c'est dur à entendre parce que vous aimeriez que ce soit ici et maintenant. C'est pas le cas, mais ça va revenir. Et l'événementiel va revenir. Vous êtes sur mute, Anne-Sophie. Je me fatigue avec mon micro. Est-ce que quand même, est-ce que si on n'avait pas tous 1 euro à chaque fois que quelqu'un dans une réunion était sur mute, hein, franchement. C'est riche à millions. Oh oui. Moi, je m'assois régulièrement sur mon micro, donc voilà, je me fatigue toute seule. Non, je disais donc un grand merci pour ce message plein d'espoir. Je pense que le message est bien passé pour tout le monde. On va pouvoir te libérer. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait plus de questions de la part des 4e ou 5e années. Bon, écoute, de toute façon, si jamais il y a quoi que ce soit, moi, je te ferai remonter par mail dans un second temps. Encore un grand merci, vraiment, au nom de toute l'équipe. Lydie, Serge, on te remercie vraiment, vraiment. C'était top. Bravo. Et en Merci espérant de qu'on votre pourra se invitation. croiser sur des events en réel dans pas Oui. longtemps, quoi. Bah, avec plaisir. Mais si vous voulez, je viendrai quand tout sera fini. Je vous raconterai ce qu'on fait après. Comme ça, vous direz, ah ouais, on a eu l'épisode 1, on aura l'épisode 2, comme ça. Ah bah, il y a intérêt. Très bien. Eh ben, avec plaisir. Alors, merci à tout le monde. Et merci à tous de votre attention. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. journée, François. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Bye bye. Un grand merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut à tout le monde. Bonne journée à vous.